Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce conseil municipal de rentrée. Nous avons la chance d'accueillir quelqu'un de GRDF, Madame Amirault, qui va un peu nous présenter les compteurs communicants, ce qui nous permettra ensuite d'avoir l'ensemble des informations pour pouvoir délibérer sur la délibération, enfin pouvoir trancher sur une des premières délibérations qui est à l'ordre du jour. Donc sans plus attendre, je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Comme ça, c'est mieux. Bonsoir, Edwige Amirault. Je travaille chez GRDF sur la région Ouest, sur le projet compteur communicant. Et donc, je viens vous présenter ce qu'est ce projet et en quoi il est important pour nous et pour vous, de façon à ce que vous ayez les informations sur la délibération par rapport à la mise en place d'un concentrateur, d'un point haut, qui nous permettra de récupérer les données des compteurs communicants. Donc, hop. Donc GRDF en quelques mots, le marché de l'énergie s'est ouvert il y a quelques années, c'est vrai qu'il s'est un peu complexifié, donc je me permets à chaque fois de rappeler qui on est. On est le distributeur de gaz naturel, c'est-à-dire que c'est nous qui amenons le gaz depuis les autoroutes du gaz, qui sont le réseau de transport gaz, jusque chez chacun des particuliers, des industriels, des professionnels. Et on a en mission de faire un comptage fiable et exact, en toute sécurité bien évidemment. Et ces données de comptage sont transmises aux fournisseurs qui, eux, commercialisent l'énergie. Et donc on est le seul distributeur en France, on est le pendant d'Enedis ex-ERDF. Donc voilà qui on est. Alors, il y a une quinzaine d'années, c'est lancé un projet de faire de la télérelève à distance avec des compteurs communicants. Alors, en quelques mots, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'il est important de redonner le sens de l'histoire et le sens du projet, en se disant bien que le projet est né il y a 15 ans. Donc, depuis, le marché de l'énergie a évolué et les objectifs pour lesquels on a fait sont de plus en plus ancrés. Alors, la première chose pour laquelle on a fait ce projet-là, à l'époque, on était mariés avec notre cousin EDF. Il n'y avait pas encore Enedis ni GRDF. Et quand on l'a fait à l'origine, c'était une vraie demande des clients. On avait des enquêtes de satisfaction de très bonne qualité, mais les clients nous disaient qu'ils en avaient marre d'être dérangés pour la relève et surtout qu'ils en avaient marre des estimations pour les factures, qu'ils souhaitaient que les relèves soient faites plus régulièrement. Et ils souhaitaient également que les relèves soient plus fiables, c'est-à-dire que les relevés manuels des releveurs étaient de temps en temps erronés, ce qui leur faisait des incidents de facturation. À aujourd'hui, 15 ans après, sur les rapports du médiateur de l'énergie, ça reste la première préoccupation des clients sur le marché de l'énergie, c'est-à-dire qu'une réclamation sur deux qui arrive chez le médiateur de l'énergie est une réclamation qui concerne les consommations, c'est-à-dire des problèmes de facturation et d'estimation. Donc la première des choses pour lesquelles on l'a fait, c'est bien pour les clients, notamment les clients particuliers, pour améliorer la facturation. Et aujourd'hui où le marché de l'énergie est ouvert et où les clients changent de fournisseur régulièrement, pas forcément à la date de la relève à laquelle on l'a prévu, les relèves à pied se font 2 fois par an, les clients du coup sont estimés, enfin les consommations sont estimées pour passer d'un fournisseur à un autre avec quelques litiges. Donc le projet prend toute sa place aujourd'hui sur ce sujet. La deuxième raison pour laquelle on fait ce projet-là est le fait qu'on s'inscrive dans un mouvement général que vous connaissez vous aussi, qui est de protéger la planète. Et pour protéger la planète, il faut qu'on diminue nos consommations et nos émissions de carbone. Donc ce projet permet de mieux piloter. Alors, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est pas parce qu'on va changer un compteur qu'on va baisser les consommations. Ce serait simple. Et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Changer un compteur n'a jamais permis de baisser les consommations. Par contre, ce compteur-là permettra d'avoir une relève quotidienne, de faire des comparaisons d'une année sur l'autre, de faire des comparaisons d'un mois sur l'autre. Et donc, en ayant des données plus fréquentes, on va pouvoir, enfin on espère en tout cas, et les expérimentations le disent, faire baisser la consommation des clients particuliers, des professionnels et des industriels. Mais pour ça, il va falloir s'y mettre tous ensemble parce qu'il y a des actions de pédagogie à mener autour de ça. La dernière raison pour laquelle on l'a fait et qui prend de plus en plus de place et qui est peut-être maintenant le premier objectif que l'on recherche, c'est la modernisation de notre réseau de distribution. Jusqu'ici, distribuer du gaz, c'était entre guillemets simple. Il y avait des impératifs de sécurité, mais on allait chercher le gaz en énergie fossile des pays producteurs et puis on le ramenait chez le client, donc le gaz n'allait que dans un sens.
À aujourd'hui, on sait qu'on a des impératifs d'énergie renouvelable, quel que soit le type d'énergie, et on sait aujourd'hui que le photovoltaïque et l'éolien ne suffiront pas à couvrir nos besoins énergétiques dans 20 ans, 30 ans et encore moins dans 50 ans. Donc il faut trouver d'autres relais, d'autres façons de faire. Et on sait aujourd'hui injecter le gaz issu des productions agricoles et issu des déchets humains pour l'injecter dans le réseau et le consommer. Donc à aujourd'hui, c'est un démarrage, puisqu'il y a une station à Quimper qui injecte du gaz vert. On a quelques premières unités de production de méthanisation agricole qui sont mises en place, et pas mal en Bretagne et pas mal dans l'Ille-et-Vilaine d'ailleurs. Hein, c'est un territoire qui fonctionne bien. Et en fait, le fait qu'on va créer et on va produire de l'énergie verte et du gaz sur le territoire fait qu'on change la façon dont on va piloter notre réseau, parce qu'on va maintenant injecter du gaz là où on le consomme. Et donc pour pouvoir l'injecter, voire faire du rebours, c'est-à-dire remonter le gaz jusqu'aux endroits de stockage, il faut qu'on sache exactement où se fait la consommation, de façon à tenir la pression identique tout au long de l'année dans les tuyaux pour que la fourniture soit la même chez tous les clients tout le temps. Donc ce qui explique qu'aujourd'hui, on a besoin de ces compteurs communicants pour savoir jour par jour où se fait la consommation, de façon à pouvoir injecter et réguler la pression à l'intérieur de notre réseau. Donc c'est une petite partie technique, mais qui permet d'expliquer pourquoi et en quoi ce projet a aujourd'hui une vraie valeur écologique, parce qu'elle va permettre de développer le gaz renouvelable et le gaz vert. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Donc, ces données quotidiennes sont d'abord des données individuelles pour les clients consommateurs finaux, mais elles permettent aussi à vous, collectivités locales, que ce soit des mairies, que ce soit des régions, que ce soit des agglomérations, d'avoir des données permettant de savoir où faire les actions de rénovation. C'est-à-dire que ces données, elles peuvent être agrégées, donc vous pouvez nous demander, et vous le faites, alors peut-être pas vous, je n'ai pas l'historique de vos demandes à vous, mais vous pouvez, ou une agglo, ou un bailleur social, nous demander la consommation d'un quartier, d'une rue, d'un immeuble, pour pouvoir comparer à une ville, pour pouvoir comparer à des choses équivalentes. Hein. Vous avez par exemple 2 ou 3 lotissements dans votre commune qui ont été... et vous pouvez comparer les lotissements les uns avec les autres, à condition qu'il y ait au moins 10 logements, de façon à ce qu'on ne retrouve pas la consommation individuelle de la personne, mais pour pouvoir dire les actions de rénovation, les aides financières qu'on doit donner, ou si c'est des bailleurs sociaux, hein, donc du patrimoine de la commune ou de la région, dire c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'on aille faire les actions de rénovation. Et puis après, une fois l'action de rénovation faite, hein, que ce soit de l'isolation, du changement de chaudière ou d'autres actions de pédagogie, on pourra savoir par les compteurs quelle économie d'énergie on a faite. Donc voilà ce que ça va permettre de mieux en mieux et de façon de plus en plus fine de faire. Alors, juste un petit zoom pour vous dire qu'en fait, sur les actions de maîtrise de l'énergie, donc MDE, c'est la maîtrise de l'énergie, hein, c'est quand on cherche à faire baisser la consommation. On a eu 4 zones pilotes sur ce projet. En Bretagne, c'était à Saint-Brieuc, où les 18 communes du pays de Saint-Brieuc ont été zones pilotes en 2016, avec 3 autres endroits en France. Et depuis 2016, en fait, avec l'ADEME et les fournisseurs, nous avons fait un certain nombre d'expérimentations. Et à l'issue de ces expérimentations, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel de maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire sur les 18 expérimentations, on a partout, tout le monde a fait des économies d'énergie, entre 1,5% et 7% selon les types d'expérimentations. Les expérimentations qui fonctionnaient bien, c'était celles où il y avait un engagement commun du fournisseur, du distributeur, enfin des fournisseurs, du distributeur et de l'agence locale de l'énergie, des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il faut qu'on discute tous ensemble, qu'on cause tous ensemble aux particuliers avec les mêmes messages et dans la durée. Donc voilà, c'est important. Donc comment est-ce que fonctionne notre compteur? J'ai amené une mallette de démonstration, si vous souhaitez, je l'ouvre sans souci. Donc on va changer 11 millions de compteurs. On a déjà commencé à en changer un nombre certain. Qui en fait est le même compteur que le compteur d'aujourd'hui, sur lequel donc un compteur qui compte à chaque fois qu'il y a un litre de gaz qui passe, il y a la molette met un chiffre de plus.
Et sur ce compteur-là, on a juste rajouté un petit ventre jaune, un module radio, qui va lui permettre de nous envoyer les données. Donc en fait, ce compteur, il est tout simple et il est endormi la plupart du temps. Pourquoi il est endormi? Parce que nos compteurs, ils vivent 20 ans. Donc pour qu'il vive 20 ans, il n'est pas raccordé au réseau électrique. Il faut qu'il ait une batterie qui tienne 20 ans. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, il est endormi. À 6 heures du matin, il se réveille et il enregistre la consommation. Il se rendort une fois qu'il l'a enregistré. Il se réveille une fois dans la matinée et une fois dans l'après-midi, une seconde à peine, et il envoie la donnée par bande FM. Donc on a choisi une technologie qui est simple, qui est une technologie radio, parce qu'on n'était pas relié au réseau électrique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette technologie, et puis il fallait qu'elle soit peu coûteuse. Donc c'est la même technologie, c'est la même technologie que ce qu'utilisent les services de secours, les pompiers, etc. C'est-à-dire ce sont des ondes radio avec un point haut qui va récupérer la donnée. Une fois que ces compteurs-là sont installés, ils envoient donc une émission radio qui dure à peu près une seconde. Enfin, c'est comme un bip de garage, quoi. On appuie, puis ça part. Et cette émission radio est récupérée par une antenne sur un point haut qu'on appelle aussi concentrateur. Ce pour le quoi on est là ce soir pour la délibération, c'est-à-dire de pouvoir installer un appareil de ce type dans votre commune. Donc, ces points hauts, comment ils fonctionnent? Ils récupèrent les données qui sont envoyées par les compteurs. Ils les synthétisent, donc c'est un boîtier, j'en ai amené un avec moi, donc ça tient dans une valise, c'est un boîtier métallique qui est relié à une antenne. L'antenne, c'est une antenne très simple, style antenne de CB pour ceux qui se souviennent de ce qu'était la CB, voilà, qui récupère. Et il y a dans cette armoire métallique de l'électronique avec un système comme un ordinateur qui récupère les données. Et les données nous sont envoyées ensuite à notre système d'information avec un modem. Donc, c'est-à-dire qu'il envoie des communications téléphoniques cryptées vers notre système d'information qui dure quelques minutes en envoyant les données des clients données clients qu'ensuite nous on récupère, qu'on synthétise et qu'on met à disposition des espaces clients, enfin voilà, des particuliers et puis des fournisseurs. Donc avec ce système-là, le fournisseur, au lieu d'avoir 2 données dans l'année, en a 12, une fois chaque mois pour facturer les consommations. Et le client a la possibilité d'avoir ces données tous les jours. Donc je ne sais pas si vous avez des questions ou si on laisse les questions à la fin de la séance. Si certains ont des questions au fur et à mesure, oui. Il faut que j'éteigne pour que ça marche? Non. D'accord. Non, ça devrait marcher là, je pense, vous m'entendez? J'avais juste une question par rapport au modem qui est utilisé sur le concentrateur. Quelle technologie est utilisée par ce modem pour émettre après les données vers GRDF? C'est du GPRS ou de la 3G. Ok. Tout simplement. Merci. D'autres questions sur la solution technique? Donc, oui, alors juste un point pour savoir où on en est. On a un déploiement qui se déroule de façon très régulière, sans souci. On croise les doigts pour que ça dure. On a en France, alors à fin juillet, 1,7 million, forcément à fin août, on en a quelques-uns de plus. Et à fin août, on est à 240 000 compteurs posés sur l'Ouest et sur la Bretagne, 120 000. On a pris de l'avance sur la Bretagne puisqu'on avait le pays de Saint-Brieuc qui était déployé en zone pilote. On interroge systématiquement nos clients après. 90% de clients sont satisfaits et on a un taux de réclamation extrêmement faible parce qu'on a vraiment bordé les choses et on forme les techniciens. Enfin voilà, on fait des choses avec la qualité, quelque chose d'important chez nous. Et faut savoir que en fait, l'énergie gaz, le gaz naturel, ça se choisit. C'est-à-dire que c'est une énergie que le client, si on se fâche avec lui, il peut décider de ne pas prendre pour sa maison. Donc on a tout intérêt à avoir une excellente relation avec lui si on veut que sur sa prochaine maison qu'il va construire ou qu'il rénove, il choisisse notre énergie. Donc dans notre communication, dans notre façon de faire, on est vraiment parti en concertation et en échange sur ce sujet-là comme sur les autres sujets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concentrateur? À quoi ça ressemble? Donc voilà, c'est un petit coffret mécanique avec une antenne que les deux personnages sur la photo ont. Donc ça fait au maximum 1,50 m. Des fois, elles peuvent être multidirectionnelles, c'est-à-dire qu'il y en a une comme ça et une comme ça pour couvrir une zone plus importante selon la topographie. Et elles sont mises sur les toits de terrasse
Et il n'y a pas de percement, en fait. On n'a pas besoin de percer, on les fixe à un socle, à un mur, donc ce qui évite d'abîmer les bâtiments. Et puis, il y a un fourreau qui renvoie à l'armoire métallique dans lequel on retrouve les éléments informatiques et le modem. Donc, par exemple, voilà, donc on peut les mettre sur les églises, on peut les mettre, enfin, on en met sur les églises, on en met sur les toits des mairies, sur les toits de terrasse des bailleurs sociaux, les immeubles. On en met aussi pas mal sur les pylônes de stade. On a un accord avec Télédiffusion de France, TDF, puisqu'ils ont les antennes télé, on met nos antennes à côté, mais ils ont, eux, quand ils émettent la télé, ils émettent sur beaucoup, beaucoup de kilomètres. Nous, on récupère seulement sur 5 kilomètres, donc TDF n'est pas suffisant. Il nous faut un nombre plus important de concentrateurs. Donc voilà, donc vous voyez que sur un stade, là, c'est un kiloquasique. Quand on est de loin, on ne voit pas l'antenne. Il faut vraiment zoomer. Et celle-ci, pour l'anecdote, on a envoyé un de nos Parisiens, enfin les Parisiens voulaient venir voir un concentrateur et ils sont du métier et ils ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé jusqu'à temps qu'on la montre. Donc, parce que vraiment, c'est très très discret. Donc voilà, et puis le câble est passé dans un fourreau et l'armoire métallique là est dans les vestiaires dans le local technique caché. Voilà. Voilà, j'ai fini, j'ai mis quelques annexes et j'ai du matériel si vous voulez que je vous montre. Donc sur la commune, en fait, ce qu'on vient chercher, c'est une délibération pour une convention cadre qui donne le principe du choix, du fait que vous êtes d'accord pour mettre les concentrateurs sur des bâtiments communaux. Voilà. C'est sur des des luminaires. Voilà, ce serait sur des pylônes de stade. Et Tout à donc, fait. voilà. Et en sachant que dans cette convention cadre, on met des points hauts en annexe, mais que ces points hauts, une fois que vous avez signé, enfin que vous avez délibéré et que vous êtes d'accord, on va à ce moment-là faire les études radio et affiner. Et si jamais la mairie, après on fait des conventions particulières. Donc c'est pas parce qu'il y a les annexes, qu'il y a les points hauts en annexe, qu'on ne peut pas encore rediscuter après du nombre de points hauts. Donc sur votre commune, au démarrage, on était parti sur 5 points hauts. Les études radio montrent que 3 points hauts seraient peut-être suffisants. Et peut-être même 2 à la fin. Ouais, peut-être même 2 à la fin. Voilà, donc on a un certain nombre de communes où on avait été plutôt restrictif. On avait mis de la sécurité sur le nombre de concentrateurs et on se rend compte que ça communique mieux que ce qu'on imaginait. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Vous l'avez probablement dit, mais j'ai juste une toute petite question. En fait, la transmission des données depuis chez nous jusqu'à GRDF se passe en 2 étapes. Première étape de chez nous jusqu'au concentrateur et deuxième étape du concentrateur jusqu'à GRDF. Donc vous avez bien dit que du concentrateur jusqu'à GRDF, les données sont cryptées. Oui. Mais de chez nous jusqu'au concentrateur, est-ce qu'elles sont cryptées? Oui. Oui aussi, oui, parce que j'étais en train de me dire sur la bande FM, ouais, c'est relativement facile sinon de... Alors, elles sont cryptées, en fait, ce que le compteur envoie une trame de 6 chiffres. Sur ces 6 chiffres, il y a un identifiant relié à la consommation des 3 jours. Donc, et l'identifiant, nous, on le reconstitue pour retrouver le client. Alors, vous avez raison de vous inquiéter. En même temps, entre nous, si on veut avoir la consommation de son voisin, il suffit d'ouvrir son coffret qui est devant sa maison pour aller regarder. Non, mais si je suis un petit peu pirate dans l'esprit, je me dis, si je connais bien la fréquence et je connais les identifiants, je peux envoyer moi une fréquence avec les fausses consommations. Pour nous en donner les fausses consommations. Alors, ça, j'avais pas eu cette question-là, je vous remercie. Désolé. Donc, on m'avait pas envoyé. Je pense que certains clients audacieux arriveront effectivement à trouver une façon de frauder ce compteur-là. On n'en a pas encore eu, donc ça pourra peut-être être ce système-là. Ceci dit, on a l'historique des consommations et avec des alertes qui nous envoient si jamais les consommations sont anormales, atypiques. Et puis, on a toujours des techniciens sur le terrain qu'on enverra faire une enquête à ce moment-là. D'accord. Mais je n'en avais pas encore demandé ça. D'autres questions? J'ai une mallette, si vous voulez que je l'ouvre pour montrer le matériel. Ah, vous voulez le mien? Ah si, ça y est. Moi non, merci beaucoup. Est-ce qu'il est dans la salle, quelqu'un a des questions, veut plus de précision, faire un commentaire?
Écoutez, a priori, c'était suffisamment clair pour les élus. Donc merci beaucoup, en tout cas. Non, on va délibérer sans votre présence. Comme ça, les élus seront totalement libres et ne seront pas soumis aux pressions. Merci, en tout cas. Bonne soirée, bon retour. Oui, on vous fera suivre le vote de la délibération. Merci. Alors, je vous propose de passer à l'adoption au pouvoir déjà, secrétaire de séance. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors, donc, Laurent Bechet donne pouvoir à Arnaud Dupuis, Véronique Apmiot donne pouvoir à Catherine Leclerc, Yeroun me donne pouvoir. J'excuse Hubert qui est opéré d'urgence, donc rien de très grave, mais voilà. Et Christelle Tourtelier aussi, petit problème de santé. Donc voilà, ça c'était un peu au dernier moment. Donc je l'excuse et il aurait souhaité être là. Donc c'est Guillaume qui va reprendre au pied levé ces délibérations. Donc adoption du secrétaire de séance. Qui souhaite Aude? Allez, Aude, secrétaire de séance. Donc le quorum, pas de souci. Et il n'y a pas d'autres absents. Procès verbal. Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport au procès verbal de la dernière séance? Oui. Monsieur le maire, j'avais juste une question par rapport au point 134-2018 concernant la Cour des artistes. Je vous écoute. J'avais demandé par 2 fois d'avoir les différents coûts des ouvrages et des équipements rétrocédés. Oui, ça a été présenté en commission, compte rendu de commission. Mais non, enfin j'ai vérifié en compte rendu, moi je ne l'ai pas eu personnellement. Et je ne l'ai pas retrouvé dans le compte rendu de la commission. Donc la dernière qui a été émise. Donc j'aimerais bien que ce le soit ou qu'on me les mette. Tout à fait, ce sera dans le compte-rendu, c'est le détail du marché de la place de la Cour des artistes. En effet, ça avait été demandé et donc on avait dit que c'était avec le compte-rendu de la commission. Donc vérifiez si c'est dans les comptes-rendus de la commission et si ce n'est pas le cas, ça devra être annexé à ce compte-rendu, renvoyé aux élus dans le cadre de la commission. Je vous remercie, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au procès verbal? A priori non, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Et donc je passe la parole à Guillaume pour la première délibération sur GRDF. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc après cette présentation de GRDF, voilà, donc et la présentation donc, du nouveau système de comptage du gaz naturel, nous allons voilà, donc, passer à la convention relative à l'installation de l'équipement du télérelevage, donc le fameux Gaspard. Donc GRDF versera une redevance forfaitaire annuelle de 50 € par site correspondant aux consommations électriques de fonctionnement. Donc des 2 points de télérelevage qui seront situés sur les luminaires des complexes sportifs donc, du Sillon et également de Théodore Bottier. Pardon. Donc, suite à la présentation du sujet en commission aménagement, travaux, urbanisme du 4 septembre 2018, il est proposé au conseil municipal de valider les termes de cette convention annexée et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Christian. Alors, Guillaume, tu as parlé de la commission du URBAC du 4 septembre. Ce sujet a été présenté, je ne l'ai pas vu dans l'ordre du jour, et ça n'a pas été évoqué, sauf à ce que les autres personnes, pour les personnes qui étaient présentes. De même... Ouais, l'ordre du jour, je l'ai là, donc c'est pas dedans. Eh bien donc... Non, c'est sûr. De même, la convention annexée, nous, on ne l'a pas vue non plus. Donc, sauf... La convention annexée n'a pas été annexée? Elle n'a pas été envoyée en pièce jointe, non.
Eh ben, très bien. Eh ben, on va reporter cette délibération. Ah oui, désolé. Hein, mais- non, mais merci si c'est Très pas bien. passé en commission, sauf Non. si vous voulez voter comme ça, mais sinon on la reporte à moi. Hein, pas de... Moi, de toute manière, nous n'aurions pas participé, de toute manière, si, Ouais. dans la mesure où ça n'a pas été vu en commission. Très bien. Mais le micro. Marche plus. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Ça a été évoqué avant l'été, il me semble, à des commissions, mais bon, on va le reporter. Il y a certainement pour moi une erreur de date au niveau de la donc de ce. Très bien, et cette convention. on annexera la convention. Donc je vous laisserai prévenir GRDF qu'on décale d'un mois cette délibération. Et ben nous passons à la délibération 151. Et là, je crois que ça a été vu en commission puisque je vois des votes, Voilà, tout à fait. des avis. Donc lieu-dit Le Poirier, servitude Enedis. Donc Enedis prévoit des travaux d'amélioration et de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique sur la commune de Châteaubourg. Les travaux envisagés empruntent le domaine privé de la ville de Châteaubourg. En la parcelle ZD96, on doit avoir un plan à présenter. Claire, s'il vous plaît. À cet effet, Enedis sollicite la commune afin de signer une convention de servitude. Voilà, il y a un transformateur qui va être placé sur le sud de la commune, entre la route de Domanier et la ZA, là, il faut faire des tranchées sur la voirie, et cette voirie nous appartient. Donc voilà, donc à cet effet, une indemnité forfaitaire annuelle de 60 € sera versée à la commune. Et donc, suite à la présentation du sujet en commission du 4 septembre 2018, il est proposé au conseil municipal de valider les termes de cette convention annexée et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions de toutes les pièces relatives à ce dossier. Bon, alors, je le laisse sur la clé USB, si vous voulez. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de projeter le plan Non, Sadonou c'est situé après le Chadou, direction j'ai pas le nom, les termes j'ai pas les noms des lieux dits du secteur en tête là, mais on est situé entre la ZA et la route de Domanier, et donc Enedis prévoit donc d'améliorer son réseau à ce niveau-là et de mettre en place un transformateur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 152. Donc l'entrée de ville, donc convention d'entretien des accotements et de l'îlot central avec le conseil départemental. Le conseil départemental, comme vous avez pu le voir, a réalisé les travaux de voirie et d'accotement à l'entrée de bourg, ainsi que l'îlot central de la RD 857 et de la RD 93 entre le giratoire de la Goulgatière, la RD 33, et le carrefour réaménagé par le département au niveau des bretelles nord de l'échangeur de la RN 157 sur le territoire de la ville de Châteaubourg. Donc c'est la sortie de la 4 voies là, avec le fameux haricot qui a été réaménagé. Donc le terrain concerné a une surface estimée de 3500 m². La ville s'engage à prendre à ses frais l'entretien des espaces verts concernés. Donc suite à la présentation du sujet en commission du 4 septembre 2018, il est proposé au conseil municipal de valider les termes de cette convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions et toutes les pièces relatives à ce dossier. Cette convention va permettre de maîtriser la qualité d'entrée de bourg de Châteaubourg. Donc vous avez tous vu qu'il y avait eu des plantations, qu'ils ont essayé de semer un peu de pelouse, mais pas à la bonne période. Donc l'entreprise qui a fait ses premiers travaux va reprendre ce qu'elle a commencé, en tout cas refaire un bel engazonnement, échanger un arbre, je crois, qui m'a l'air un peu fatigué. Et les bandes sur les côtés là, qui vont être prises aussi. Et ensuite, une fois que tout ça se sera fait, donc c'est la commune qui aura l'entretien. L'idée étant d'avoir en effet un îlot et des accotements entretenus, sachant que si c'est le département, il passe une fois tous les 6 mois parfois. Donc voilà, c'était un peu le deal, c'est de se dire ils font les aménagements et puis nous, on s'occupera de l'entretien. Est-ce qu'il y a des questions?
Non, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. Délibération 153. Oh là, oui, alors là, il y en a... Alors, 153. Alors, les délibérations 153, 154 et 155 sont toutes liées. En fait, il s'agit d'une régularisation cadastrale qui est située boulevard de la Liberté. Donc, lors d'une opération BIMBI, un contexte de division parcellaire, Madame et Monsieur Leluerne ont sollicité la commune pour procéder donc à cette régularisation qui a été détectée par le géomètre. En effet, lors du bornage, M. Loïc Aubeau, le géomètre expert, a mis en évidence qu'une partie de leurs murets et jardins empiètent sur le domaine public. Cette emprise représente une superficie de 11 mètres carrés et est cadastrée section AD numéro 242. Donc nous sommes sur le haut du boulevard de la Liberté, sur le côté droit en montant. L'emprise concernée n'a plus de fonction publique. Il s'agit de fait de procéder à une régularisation cadastrale. Voilà, donc je vous passe les textes de loi. Donc, suite à la présentation du sujet en commission, donc du 22 mai 2018, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle AD numéro 242, que l'on voit affiché ici. On voit également donc la division cadastrale qui a permis de réaliser une maison individuelle dans le fond du jardin. De donner tout pouvoir à monsieur le maire ou à son représentant pour procéder aux formalités relatives au déclassement de cette emprise. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Alors, j'enchaîne peut-être sur les deux autres également. Donc, dans le cadre de la division parcellaire, donc 6 61 boulevard de la Liberté, donc Madame et Monsieur Leluerne ont fait appel donc à Monsieur Loïc Aubeau lors du bornage, et donc ont été mis en évidence donc que 11 mètres carrés débordent sur le domaine public et qu'1 mètre carré de la parcelle de Monsieur et Madame Leluerne est assimilé au domaine public. Voilà, donc il y a deux petites régularisations à faire. Une qui est située sur la partie haute que l'on voit en jaune de forme triangulaire et une en partie basse qui est presque invisible puisqu'un mètre carré, effectivement, ce n'est pas grand-chose. Aussi, et afin de se décaler avec la réalité du terrain et recréer un alignement, il est proposé une régularisation cadastrale, il est proposé un échange de terrain à l'euro symbolique. Voilà. Vous avez la désignation des surfaces et des surfaces cadastrales. Donc pour les biens vendus, il est précisé que cette parcelle présente vendue provient de la division parcellaire, 61 boulevard de la Liberté. Voilà. Donc, suite à la présentation du sujet en commission, du 22 mai 2018 également, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'échange, cessation de la parcelle AD numéro 242, d'une contenance de 11 mètres carrés au profit de Madame et Monsieur Leluerne, acquisition de la parcelle AD numéro 241 d'une contenance de 1 mètre carré, d'approuver les conditions de la transaction comme suit. Les parties conviennent de signer un acte en la forme administrative. Conditions financières, échange pour 1 euro. Les honoraires du géomètre seront pris en charge par Monsieur et Madame Leluerne. Autoriser Monsieur le maire à rédiger l'acte en la forme administrative, donc on ne passe pas par le notaire. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Et donc, comme Monsieur le maire jouera le rôle de notaire sur cette opération, la délibération 155 propose une délégation de signature, considérant que pour céder la parcelle AD numéro 242 d'une contenance de 11 mètres carrés et pour acquérir la parcelle AD numéro 241, d'une contenance d'1 mètre carré, la commune de Châteaubourg est amenée à passer un acte en forme administrative. Considérant que conformément au texte visé, Monsieur le maire est compétent en tant qu'autorité administrative pour recevoir et authentifier l'acte en la forme administrative, considérant que la commune a besoin pour passer l'acte en la forme administrative d'être représentée, il est donc, suite à la présentation du sujet en commission du 22 mai 2018, il est proposé au conseil municipal de donner délégation à l'adjoint suivant, l'ordre de nomination, donc Madame Aude de Lavergne, qui représentera la commune lors de la signature de l'acte en la forme administrative. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 3 délibérations? Oui, Christian.
Alors, c'est bien passé en commission, hein, je confirme. J'ai eu peur. Non, je voulais juste savoir, pour simplement information, si un acte administratif avait un coût pour le demandeur. Je ne crois pas. Non, C'est justement pour C'est éviter. une formalité administrative. Ouais, tout à simplement, fait. quoi. C'est justement pour éviter les frais de notaire qu'on utilise ça. Sachant que sur ce boulevard, je pense qu'on va en avoir quelques-unes, puisqu'il y a quelques régularisations cadastrales à faire. Donc au fur et à mesure des divisions, des ventes et autres, on procédera. Donc on va tester l'acte administratif, mais en effet, il n'y a pas de frais pour l'acquéreur. Voilà, il n'y a que Pour les le frais de vendeur. géomètre et ils sont pris en charge par, Ouais, les le vendeur prend en charge des frais de géomètre. Voilà. Effectivement, c'est l'avantage du BIMBI. Ça lève des régularisations. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Alors, je vais mettre les 3 délibérations à suivre au vote. Donc la première délibération qui était la délibération 153, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. La délibération 154, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Et la délibération 155, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc également adopté à l'unanimité. Délibération 156, Guillaume. Place entre la rue du Maréchal Leclerc et la rue de Paris. Donc, considérant que la SCI LRP, représentée par M. Robidoux Bruno, a procédé à l'aménagement de la place entre la rue du Maréchal Leclerc et le 9 rue de Paris, à Châteaubourg, place rétrocédée à la commune. Considérant la nécessité d'attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués, afin de faciliter le repérage au sein de la commune, considérant que depuis le début du projet, la place est nommée Cour des Artistes, il est ainsi proposé de bien vouloir se prononcer sur la dénomination suivante, Cour des Artistes. Donc, suite à la présentation du sujet en commission urbanisme travaux du 19 juin 2018, il est proposé au conseil municipal de valider la proposition de dénomination, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Et à titre d'information, la dernière cellule est occupée, est réservée en tout cas, et ce sera donc un commerce. Ils prennent les clés le 15 octobre normalement, et il y a un mois et demi de travaux d'aménagement intérieur, donc on peut espérer pour décembre l'ouverture de ce nouveau commerce, et donc que la place soit totalement occupée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Tout à fait. Ça s'inscrivait dans un projet culturel et comme il y a la résidence d'artistes pas loin, on a eu envie d'appeler cette cour des artistes, sachant qu'il y a une sculpture sur la place. Donc c'était en effet un choix assumé, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons aux fameuses DIA. Déclaration d'intention d'aliéner. Donc la commune a été saisie des déclarations d'intention d'aliéner suivantes. Prenez votre temps. Claire. Ça arrive. Donc pour information, on a eu aujourd'hui un petit problème de fibre optique, puisque on a une entreprise qui a mis un petit coup de godet entre Saint-Didier et Domanier, donc qui a coupé la fibre qui nous dessert, et donc on a été sans réseau, sans imprimante, sans internet, sans téléphone toute la journée. Et une fois réparé, ça ne fonctionnait toujours pas, et là, la faute n'a pas de chance, puisque une deuxième entreprise à un endroit complètement différent le même jour a mis un coup de godet aussi dans la fibre optique. Donc ce sera réparé demain midi, donc c'était la journée de pas de chance. Les micros qui ne marchent pas, on a un chat noir qui doit traîner quelque part. Donc on a réussi à récupérer, comme on a pu, l'ensemble des infos pour vous les projeter. Voilà. Et donc on revient à la clé USB, ça fonctionne. DIA numéro 2018-0041, immeuble bâti maison cadastré section AB numéro 275, donc 23 rue Copernic, superficie de la parcelle 824 m². Donc voilà, une maison individuelle dans le lotissement Les Coteaux de Cheminel, pas de préemption.
DIA numéro 2018-0042, immeuble bâti, maison, cadastré section 298 AM, numéro 68, 35 rue des Ormes, superficie de la parcelle 675 m², voilà, sur la partie est de la commune, centre-est. Voilà, une maison individuelle le long de l'axe majeur, pas de préemption. DIA numéro 2018-0043, immeuble bâti, maison, cadastré section AH, numéro 102, 12 rue des Cottages, superficie parcelle 452 m². Donc nous sommes voilà, donc rue des Cottages, ce fameux quartier qui bouge beaucoup et qui se renouvelle, pas de préemption. DIA numéro 2018-0044, immeuble bâti, maison cadastrée section AK, numéro 291, 4 rue Pierre Loti, superficie parcelle 511 m². Voilà, donc au nord-est de la commune, en bordure, pas de préemption. DIA numéro 2018-0045, immeuble bâti, maison, cadastrée section AD, numéro 239, 61 boulevard de la Liberté. C'est le Luerne, ça. Voilà, Donc exactement. ça, c'est chez monsieur et madame Le Luerne, la délibération que nous avons vue juste avant. Voilà, exactement, la Et donc régularisation. maintenant, ici, à l'arrière, il y a une maison qui est construite ici. Voilà. Tout à fait, voilà. DIA numéro 2018, immeuble bâti, maison cadastrée section AI, numéro 152, 5 rue des Cottages, superficie de parcelle 670 m². Quand je dis que le quartier bouge, effectivement, une maison presque en face, celle de tout à l'heure, là, donc pas de préemption. Hein. DIA numéro 2018-0047, immeuble bâti, maison cadastrée section ZA, numéro 97, La Gaudière. Alors là, mais au sud-ouest de la commune, sous la 4 voies, donc voilà, je ne sais pas si tu veux... Alors là, il y aurait pu... on a eu débat, hein, je ne vous cache pas, sur ces deux maisons ici, puisque on est potentiellement... voilà, on aurait pu acheter avec Vitré Communauté les terrains en fait, qui sont ici zonés en développement économique. La problématique ici sur ce terrain, en fait, c'est qu'on est vraiment très humide. Ici, on a une mare et on a ici un champ qui sert vraiment de zone humide, on va dire, de zone un peu tampon. Donc ici, on n'ira pas, nous, vraisemblablement, hein, faire d'activité. Donc on va laisser en champ ici. Par contre, on ira peut-être... acheter au-dessus. En tout cas, il y a une autre parcelle qui peut nous intéresser dans la continuité des terrains qui ont été acquis par Vitré Communauté. Donc comme ici, on ne va pas venir construire juste à côté et que le prix, voilà, ils ont réussi à vendre à un prix assez élevé. Donc on a décidé de ne pas préempter. C'était trop cher pour réussir l'équilibre et puis on n'a pas non plus la maison à côté. Donc les gens qui achètent sont au courant, hein, ils savent aujourd'hui la zone, ils savent le développement, ils achètent en connaissance de cause. C'est une maison. C'est une maison. Ici on a deux maisons en fait, c'est deux maisons collées. Donc voilà, pas de préemption. Donc voilà, donc pas de préemption après réflexion et échange. DIA numéro 2018-0048, immeuble bâti, maison cadastrée section AI numéro 82, 26 allée des Mimosas, superficie de parcelle 472 m². Voilà, maison lotissement, pas de préemption. Et enfin la DIA numéro 2018-0049, immeuble bâti, maison cadastrée section ZA numéro 120, 228, 71 et 72, 20 la Croix-Rouge, pardon. Donc on revient sur le secteur, mais un petit peu plus loin, près de l'échangeur. Voilà. Donc là, il y a eu aussi hésitation, échange. Vous vous souvenez, on avait acheté en fait tout ce triangle ici pour maîtriser vraiment ce qui allait être fait et l'entrée de ville. D'ailleurs, il va falloir qu'on s'en occupe de l'aménagement ici, un peu de nettoyer tout ça. Ici, on a un locataire maintenant qu'on a mis en attendant. On s'est en effet posé la question. Alors, on a tout, on n'a pas encore tout. C'est vendu assez cher pour l'emplacement, je trouve. Donc, ça me semblait un peu trop cher. C'est pas exclu, vu la difficulté d'équilibre financier pour faire un projet de bureau ou d'entreprise, que demain, on revende uniquement cette partie ici, mais qu'on garde
en tout cas ce terrain d'entrée de ville, pour éviter d'avoir des tractopelles, des voitures. Enfin, voilà, ici, on peut avoir du stockage et ce qu'on ne souhaite pas dans cette entrée de ville. Et on veut aussi maîtriser dans le cadre d'un projet de zone, alors qui démarre pas assez vite pour l'instant, mais qui est géré par Blot Immobilier, un projet de zone d'activité ici. On voulait se garder la possibilité de faire des aménagements. Donc on a, Blot est au courant de cette vente-là, mais pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre vu le prix de vente. Donc on ne préempte pas et on sera peut-être amené à revendre juste cette maison ici et à garder ça à l'avenir. Pour l'instant, il y a un locataire, donc bon, on ne bouge pas. Voilà, et c'était la dernière des IA. Pas de questions particulières. Et bien nous passons à la délibération suivante et je passe la parole à Bertrand David. Donc, organisation d'une braderie, prix de vente des documents. La commune propose d'organiser une vente de documents, livres, revues et CD, retirés des collections de la bibliothèque municipale. Il s'agit pour la bibliothèque de permettre au public d'acquérir à bas prix des documents destinés au pilon et de préparer la transition vers la future médiathèque. Cette braderie se déroulera le samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 à la salle des Vallons de 10h à 18h. Le prix des documents sont fixés de la manière suivante. 0,50 € pour les albums enfants, livres de poche, CD et le lot de 5 revues. 1 € pour les livres au grand format, type roman, bande dessinée. 2 € pour les beaux livres. Le dimanche, donc, la braderie aura lieu le dimanche le dimanche à partir de 13h. 2 documents de la même catégorie pour le même prix. C'est-à-dire qu'en fait, on fait 50%. Suite à la présentation du sujet en commission bibliothèque du 28 août 2018, il est proposé au conseil municipal donc d'autoriser l'organisation d'une braderie pour la vente de livres d'occasion de la bibliothèque municipale, de valider les tarifs proposés et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte en lien avec ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, j'ai de la chance, il fonctionne. Bonsoir. J'ai 2 questions. La première, c'est combien de documents sont prévus à la vente sur le week-end environ, forcément, et qui va réaliser, qui sera derrière le comptoir pour faire la vente? Alors, derrière le comptoir, il va y avoir le personnel de la bibliothèque. Les élus de la commission aussi sont invités s'ils le souhaitent. Et autrement, en termes de documents, je ne pourrais pas dire le nombre, mais en termes de cartons, on a à peu près 200 cartons. La régie, la régie. c'est Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 159. Donc, l'organisation d'un ciné-concert. La bibliothèque propose d'organiser donc pour les fêtes de fin d'année un ciné-concert afin de mettre le cinéma en valeur. Le spectacle de la compagnie Lettres intitulé À toute vapeur sera diffusé à l'Étoile Cinéma de Châteaubourg afin de garantir une bonne qualité d'image et de son le samedi 22 décembre à 16h. Afin de supporter le coût d'un prestataire de qualité et de l'allocation du cinéma, il est justifié de demander une participation financière au public. Il convient donc de déterminer les tarifs d'entrée applicables en prenant en compte le souhait de rendre le spectacle accessible et attrayant pour les familles. Le tarif suivant est proposé, tarif unique de 2 € par personne. Donc, suite à la présentation du sujet en commission bibliothèque du 17 avril 2018, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'organisation de ce ciné-concert, de valider le tarif proposé et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte en lien avec ce dossier. À titre indicatif, le spectacle, donc c'est à partir de 5 ans et c'est une vidéo de 45 minutes. Le coût du spectacle est de 1 266 €, le cinéma 180 €, ce qui fait un coût global de 1 466 €, plus le repas et les frais de déplacement et la SACEM, en total, on a à peu près pour 1 500 €. Donc,
220 places à 2 euros, ça nous fait 440 euros de recettes estimées et il resterait 1060 euros en fait à régler. Voilà. Merci pour ces détails. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 160. Je passe la parole à Arnaud Dupuis. Ah voilà, c'est mieux. Voilà, c'est la journée des problèmes techniques. On va parler de la résidence d'artistes et notamment de la convention d'accueil entre la ville de Châteaubourg et Alice Bertrand. Donc, dans le cadre du projet culturel La Cité des Sculpteurs, la mairie poursuit le développement d'accueil d'artistes en résidence, permettant à ces artistes de se consacrer à leur travail personnel de création, tout en proposant des projets artistiques imaginés pour la ville et en privilégiant les interactions avec les habitants. Ainsi, la mairie va accueillir une artiste céramiste rennaise, Alice Bertrand, pour une résidence artistique d'une durée de 3 mois à compter du 1er octobre. Pour cet accueil, une convention annexée que vous avez reçue par mail est formée entre l'artiste et la mairie. Sont notamment abordés les points suivants dans la convention. Objet de la résidence, les modalités, le lieu d'accueil, le calendrier, la durée, exposition, etc. Les obligations de l'artiste, les obligations de la mairie, le budget et les moyens mis à disposition, des questions d'assurance et également de promotion. Cette convention comporte également la note d'intention initiale de l'artiste sur son projet et la convention relative aux droits d'auteur. Donc il est proposé au conseil municipal, après présentation aux membres de la commission culture communication numérique du 6 septembre 2018, d'accepter les termes de la convention et des annexes afférentes, d'exécuter les dépenses afférentes sur le budget principal, antenne Cité des Sculpteurs, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Alors c'est contre ou c'est... Oui, contre. 3 votes contre de la liste de Pablo Diaz. Et qui s'abstient? C'est donc adopté. Délibération 161. Merci. Délibération 161 concerne une décision modificative. Nous en avons longuement parlé lors de la commission ressources du 3 septembre. Plutôt que d'énumérer toutes les lignes de cette décision modificative qui ont été jointes en annexe lors de l'envoi du support, de l'ordre du jour, merci. Voulez-vous que je réponde à des questions ou pas? Globalement, les énormes points modificatifs, c'est on demande ce soir au conseil municipal d'accepter des recettes supplémentaires pour ce qui concerne certaines dotations dont le montant était inférieur à ce à quoi nous avons droit, et en investissement, des reports de vente par exemple, et des acceptations, enfin des acceptations de travaux, et notamment auprès des écoles, entre autres, pour la pose de visiophones dans les écoles. On en avait parlé lors, je crois, du dernier conseil municipal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Le gros changement, c'est qu'un des 2 terrains, à côté de l'ex-Michelin, je dis toujours comme ça, l'Osselière, je vais parler du lieu-dit maintenant, on avait prévu de vendre les 2 terrains avant la fin de l'année. Il y en aura un qui sera vendu, et l'autre, même s'il est déjà re-réservé, le prospect qu'on avait s'est retiré. Donc ça va être un peu juste, je pense, le temps de faire tous les actes notariés, bornage et tout ça, avant la fin de l'année, mais il sera vraisemblablement vendu en début d'année prochaine, donc sur le prochain budget. Donc c'est pour ça qu'on modifie, c'est le gros montant qu'on modifie et qui, par un jeu de cascade, entraîne des modifications de dépenses imprévues, etc. Est-ce qu'il y a des questions, en effet? Non, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 162. Alors, délibération 162, on est habitué maintenant. Le trésorier nous demande d'accepter ou d'admettre en non-valeur la somme de 276,04 € pour des montants minimes
qu'il est difficile de récupérer puisque la récupération semble impossible et où les frais engagés pour récupérer ces sommes seraient supérieurs au montant de ces sommes. Y a-t-il des questions? Oui, M. Citerne. Mais je voulais savoir à peu près un peu plus de détails quant à ces sommes qui ne peuvent pas être récupérées, d'où elles proviennent. Alors, pour la plupart, cette fois-ci, de livres non rendus à la bibliothèque, également des frais de cantine non honorés ou de garderie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Des observations? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 163. Alors, délibération 163 concerne la viabilisation du terrain d'accueil des gens du voyage. Et cette fois-ci, on nous demande d'abandonner la créance de BTP Consultant pour la mission de sécurité et protection des salariés du marché de viabilisation du terrain d'accueil des gens du voyage pour un montant de 51,49 €, la société abandonnant sa créance. Question des observations? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 164. Eh bien là, on est à peu près dans la même situation puisque le cabinet Aurin, encore lui, abandonne sa créance pour le marché de maîtrise d'œuvre de la fermeture de la halle pétanque pour un montant de 115,70 €. Question, observation. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 165. Alors, cette délibération 165 suit la délibération que nous avons prise lors du dernier conseil municipal concernant la gratification de notre stagiaire. Lors du dernier conseil municipal, il était stagiaire pour quelques mois. Là, il revient la semaine prochaine en alternance. Et donc, nous proposons au conseil municipal de lui verser une gratification dont le montant maximum est fixé à 15% du plafond horaire de sécurité sociale pour 826 heures de stage. Et bien sûr, les crédits seront inscrits au budget. Des questions? Des observations? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 166. Alors, délibération 166, il s'agit de la création d'emplois non permanents, de 2 créations de postes, je dis bien non permanents. Vous avez bien en tête ce que ça signifie maintenant. Ce ne sont pas des vraies créations de postes, car nous avons 2 accroissements temporaires d'activité. L'un au niveau des ressources humaines, le grade serait adjoint administratif. Et également au service propreté urbaine, accroissement temporaire d'activité, le grade serait adjoint technique. Avez-vous des questions? C'est vrai que c'est ce type de... Oui, monsieur, il y a des questions? Oui, non, en fait, je disais ce type de délibération, avant, on ne les prenait pas forcément parce que ce n'était pas obligatoire. Maintenant, c'est vrai que c'est une demande de la trésorerie sur l'ensemble des postes, même non permanents. On doit avoir une délibération pour permettre à la trésorerie, qui autorise la trésorerie à verser le salaire. Donc c'est vrai que c'est des délibérations qu'on ne voyait pas en début de mandat. Et maintenant, dès qu'on a un accroissement temporaire d'activité, un remplacement un peu différent sur un congé, mater ou maladie, voilà, dès qu'on modifie un peu les remplacements, on est obligé d'adapter notre structure et donc de passer des délibérations. Je ne sais pas si ça répondait à la question ou pas. Si on savoir quel était le coût pour la commune, les 2 postes, parce que là on a les grades, mais voilà, à peu près, hein, c'est juste en chargé, combien ça revient? Ça dépend de la durée, en fait, on ne sait pas encore combien de temps. Donc c'est pas une durée déterminée, en fait, vous ne savez pas? Non. D'accord, donc ça peut être inférieur, mais... Okay. Non, juste si on peut avoir l'info à la fin des contrats, combien ça a coûté, simplement. Oui, tout à fait. D'autres observations? D'autres questions? Non. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Alors, révision des statuts de Vitré Communauté.
Aude. Oui, alors on ne va pas reprendre la délibération stricto parce que nous avons tous besoin d'aller dormir. Néanmoins, 2 points sont à mettre en exergue, les points 10 et 11. Le point 10 concernant la lecture publique et le point 11 concernant la santé. Concernant la lecture publique, il est extrêmement important, si l'on veut vraiment travailler dans la continuité de ce qui a toujours été fait à Châteaubourg, et donc d'être en relais avec la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, il est important d'adopter ces nouveaux statuts et d'accepter justement cette mise en relais avec la médiathèque départementale. Ça, c'était pour le point 10. Pour le point 11, eh bien, le point 11 décide de définir et d'animer une stratégie globale en matière de santé à l'échelle du territoire, coordination de l'offre de soins, passation de conventions cadres de type contrat local de santé, etc. Et puis soutien à la maison médicale de garde portée par l'Association des médecins libéraux du pays de Vitré. Alors, je complète juste sur la santé. Aujourd'hui, c'était le pays qui avait, entre guillemets, et c'est toujours le pays de Vitré qui chapeaute un petit peu cette compétence. Mais c'est vrai qu'au niveau de Vitré Communauté, on est sur une réflexion au niveau de la maison médicale de garde. Donc aujourd'hui, à Vitré, il y a une maison médicale de garde le soir et le week-end qui est aujourd'hui dans un état qui n'est plus acceptable. Donc on souhaite porter au niveau du territoire la construction, enfin l'achat, la rénovation d'une maison médicale de garde. Et donc là, on a en fait un certain nombre de médecins qui viennent faire des permanences le soir et le week-end. Et c'est un outil communautaire, dirons-nous, puisque c'est l'ensemble des habitants du territoire. Et ça va même au-delà, puisque la pénurie de médecins, notamment en Mayenne, fait qu'on a aussi malheureusement des habitants de Mayenne qui viennent utiliser cette maison de garde parfois. Donc il fallait passer cette compétence à Vitré Communauté pour qu'on puisse nous intervenir au niveau de Vitré Communauté sur cette thématique santé. Pour la lecture publique, c'est très important pour nous puisque ça va nous permettre par rapport à la DRAC d'aller chercher un niveau de subvention bien supérieur, le fait que que ce soit une compétence intercommunautaire. Donc on peut prétendre aujourd'hui au niveau de la DRAC à un taux de subvention de 60% sur notre investissement de médiathèque, auquel il faut ajouter les 20% du contrat de territoire que nous avons obtenu. Donc vous voyez qu'on peut atteindre, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais on peut atteindre 80% de financement sur la future médiathèque. Donc si certains s'inquiètent du coût de la médiathèque, elle sera très largement subventionnée et donc le coût résiduel de la commune devrait être pas si important que ça. Et donc ça permettra aussi de pouvoir emprunter des livres qui sont à la médiathèque de Vitré, qui sont à la bibliothèque de Saint-Jean-sur-Vilaine, et l'ensemble des bibliothèques sera donc en réseau, et ça permettra ainsi à tout le monde de pouvoir accéder à une offre de livres très importante, et de documents, pas que de livres d'ailleurs, sur l'échelle du réseau. Donc c'est une bonne décision, en tout cas c'est moi ce que je pense, et je répondrai à toutes les questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Non, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 168. Je passe la parole à Aude. Alors, délibération 168 traite de la GEMAPI. Vous vous souvenez, on en avait parlé l'année dernière, puisque l'année dernière, il fallait circonscrire le périmètre de compétences à transférer. Et nous avions voté pour les items 1, 2, 8 en compétences obligatoires et 4, 6, 11, 12 pour les non obligatoires, éliminant le I de la GEMAPI qui concernait les inondations. Alors, comme nous transférons ces charges, eh bien, elles ne nous incombent plus. Donc, si elles ne nous incombent plus, on ne doit plus les supporter. Donc, la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, a émis un avis que nous devons entériner et qui considère que la charge de Châteaubourg est transférée à hauteur de 10 702,40 €. Voilà. Jusqu'ici, nous avions, c'était combien, 10 000? J'ai perdu le montant. Une dépense, voilà, 10 000 et quelques. Cette dépense est transférée à Vitré Communauté.
Et donc Vitré Communauté va retirer de notre attribution de compensation cette dépense. Donc nous aurons un peu moins de recettes à hauteur de 10 000 €. Voilà pour le jeu d'écriture. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Christelle. Bonsoir. Une délibération qui concerne l'étude libre encadrée et une charte des bénévoles. Suite aux réflexions du projet éducatif territorial, le PEDT, l'horaire et la fréquence de l'étude libre encadrée se déroulant dans les écoles publiques ont été modifiés. Désormais, elle a lieu de 16h45 à 17h30 tous les jours de la semaine, afin d'aider les élèves à réaliser leurs devoirs sans pour autant faire du soutien scolaire ni avoir d'obligation de devoirs faits. La ville de Châteaubourg sollicite des bénévoles. Leur mission principale sera d'apporter une aide aux enfants dans l'apprentissage de leurs leçons et la réalisation de leurs devoirs. Une charte des bénévoles pour l'étude libre encadrée retrace les missions, les obligations et les attentes de la mairie et des bénévoles, proposées en annexe. Il est donc proposé au conseil municipal, après présentation à la commission vie des écoles du 27 août 2018, d'approuver la charte ci-jointe en annexe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, je passe la parole à Jean-Pierre Guéguin. Ah, ça y est. Très bien, parfait. Oui, merci. Pas d'observation particulière. Si c'est dans la forme, en son article 5, je crois, la Convention dit à peu près ceci: la commune garantit avec un E. Il serait bien de mettre un T, c'est tout. C'était un point de détail. Mais c'était... Non, mais c'est de peu d'importance, mais autant sortir des documents. Merci pour cette correction d'orthographe. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Donc n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Si certains ont un petit peu de temps, et c'est très modulable, c'est très souple, hein, l'idée n'étant pas de remplacer l'encadrement de la mairie, mais de venir compléter sur le temps d'étude cet encadrement. Donc n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Oui, d'ailleurs, j'ai eu des réflexions de certains membres de nos concitoyens là, à propos de cette étude qui m'ont laissé entendre qu'ils n'auraient pas les compétences. En effet, en fait, c'est pas du tout les compétences livresques ou académiques qu'on va rechercher, c'est vraiment une aptitude pédagogique et puis valoriser les enfants dans leur travail, les encourager. C'est vraiment... voilà, ça tourne autour de ça. C'est pas du tout... On ne vous demande pas d'avoir le bac hein, pour venir aider les enfants et les encadrer. L'idée, c'est de leur faire ressentir une sécurité affective qui va les soutenir dans leur effort et dans leurs devoirs. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 170. Je passe la parole à Arnaud Dupuis. Alors, nous partons sur le lieu-dit L'Osselière dont on a parlé tout à l'heure et le maire parlait des deux anciens terrains Michelin, enfin à côté de l'entreprise Michelin, voilà, du coup, lieu-dit L'Osselière. Et il s'agit d'annuler une délibération suite à une erreur de bornage et donc de reprendre une délibération corrigeant cette erreur de bornage. Donc, d'une cession de terrain à l'entreprise Tribala. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable du service France Domaine du 15 janvier 2018, et alors c'est là où il y a un petit changement, considérant la parcelle communale cadastrée ZE numéro 79 d'une superficie totale de 16 079 mètres carrés. J'ai pas pris mes lunettes. 6 lieu-dit L'Osselière, anciennement cadastré ZE numéro 54. Considérant le plan de bornage du 28 août 2018, qui actualise la superficie de la parcelle à 16 079 m² et non 16 293 m² comme c'était écrit dans la précédente délibération, la commune envisage la cession de la parcelle communale cadastrée ZE 79, 6 lieu-dit L'Osselière. Le terrain se situe en zone UAD, donc les zones artisanales, commerce, services, petite moyenne industrie, comprenant un périmètre particulier d'intervention lié à un classement Céveso de l'entreprise Gruel Fire. L'entreprise Tribala souhaite acquérir le bien pour constituer une réserve foncière en vue d'un développement futur.
Le prix de revient a été calculé en prenant en compte l'ensemble des dépenses engagées pour la viabilisation de cette zone. Et au vu du zonage et de l'ancienneté de la zone, le prix de vente envisagé est de 20 € hors taxe par mètre carré, soit 321 580 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal, suite à l'avis favorable de la commission développement local du 21 novembre 2017 et suite à l'avis favorable des domaines en date du 15 janvier 2018, d'annuler la délibération 2018-36 du 7 février 2018, de valider les conditions de cession, d'autoriser Monsieur le maire à confier à Maître Mével, notaire à Châteaubourg, la rédaction des documents inhérents à cette opération. L'ensemble des frais s'y rapportant seront à la charge de l'acquéreur. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié dans un délai de 9 mois à compter la date à laquelle la présente délibération devient exécutoire. Sans réalisation, la promesse de vente deviendra caduque. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer de façon générale l'ensemble des documents contractuels relatifs à cette cession. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Merci. Non, juste une question. Le bornage est fait par un géomètre, je suppose? Oui. Et c'est par l'acheteur ou par le vendeur? Là, c'est nous, parce que c'était pas, voilà, c'était pas bien borné, donc c'est nous qui devons borner notre terrain. Donc là, c'est nous qui prenons en charge le bornage. D'accord. On a quelques cadastres qui sont, quelques parcelles qui sont pas à jour, donc voilà, on essaye petit à petit, et c'est souvent au moment des ventes qu'on se rend compte que il y a des petits soucis sur le cadastre et sur le bornage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Je mets donc au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et nous en avons fini avec l'ordre du jour. Donc je vais profiter de ce conseil de rentrée pour faire un petit point sur un certain nombre de sujets et de gros projets notamment. C'est important. Concernant la gendarmerie, donc les travaux se poursuivent. On a globalement 6 mois de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. On pensait que les gendarmes allaient déménager en août. Voilà, je pense qu'on aura autour de 6 mois, un décalage de 6 mois dans la livraison de la gendarmerie. Alors là, ça avance pas trop mal, mais bon, voilà, on a eu à la fois les intempéries du mois de juin et puis des plannings un peu bousculés. Et la difficulté aussi des entreprises du bâtiment en ce moment à trouver les bras nécessaires à la bonne réalisation des chantiers. Sur la rénovation du centre commercial Bel Air, là c'est pareil, on pensait démarrer les travaux avant l'été. On aura 6 mois à peu près, je pense. Voilà, on va plutôt démarrer sur la fin d'année. Là, il y a des sondages complémentaires qu'on fait et qu'on refait voilà, suite à des échanges avec Veolia, avec la police de l'eau, puisqu'on va refaire un poste de refoulement. Et donc, voilà, on est un peu en train de rechanger quelques trucs. Et puis, on attend aussi un retour de l'ABF sur certains points, sur l'aménagement de la place. Donc voilà, décalage également, début sur la fin d'année. J'ai pas encore de date précise. Et après, on en aura, je pense, 6 mois au moins jusqu'à l'été prochain sur la réalisation de ces travaux. Sur la maison de santé et le quartier à Cantes, donc là la viabilisation du quartier est terminée, donc là on va avoir les premières maisons et les premiers chantiers qui vont démarrer, et les travaux de la maison de santé doivent démarrer là, voilà, mi-septembre, donc d'un jour à l'autre on devrait voir une pelleteuse rentrer sur le terrain et commencer les fondations. Donc là aussi, je pense que voilà, par rapport au planning qu'on s'était mis, on a pris 6 mois dans la vue. Donc merci aux médecins qui patientent et à tous les professionnels de ce projet. Concernant la maison de l'enfance, on avait encore une réunion ce matin. On arrive au niveau de l'APD, quasiment, avec bientôt une remise de l'APD. L'objectif étant de déposer le permis de construire dans la foulée, tous les recours, etc. On espère début des travaux avant l'été 2019 pour une livraison à l'été 2020.
Voilà à peu près aujourd'hui le planning sur lequel on est. Sur la médiathèque, on est à peu près à la même phase. On arrive à une phase d'APD, avant-projet définitif, qu'on va soumettre à l'ABF. Donc l'ABF va nous redonner son avis. C'est cet avis aujourd'hui qui fera si le projet, enfin voilà, qui nous dira si le projet se fait ou pas comme ça, ou s'il est complètement annulé par l'ABF, ce qui peut arriver. Donc on espère un avis de l'ABF en octobre sur cet APD. On a également sur ce dossier, on va dire, une procédure qui est lancée par M. Diaz et Mme Steyer. Donc il y avait un courrier qui avait été écrit à la préfecture et donc je vais juste vous lire la réponse de la préfecture qui date du 29 mars. Donc par lettre en date du 12 décembre 2017 reçue en préfecture le 14 décembre 2017 et par mail reçu le 31 janvier 2018, vous avez appelé mon attention sur la légalité du concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de la médiathèque. J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'examen du dossier révèle certaines imperfections qui ne sont cependant pas de nature à provoquer une contestation de ma part du concours de maîtrise d'œuvre. Toutefois, dans l'hypothèse d'un recours contentieux engagé par un tiers, le juge administratif reste souverain d'apprécier la gravité des manquements aux prescriptions réglementaires régissant la passation du marché et de prononcer éventuellement son annulation. Toutefois, si vous estimez le concours de maîtrise d'œuvre illégal, vous pouvez engager un recours auprès du tribunal administratif. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Donc un recours auprès du tribunal administratif est engagé par monsieur Diaz et madame Steyer sur la médiathèque. Pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas suspensif, donc nous continuons à avancer et à attendre en tout cas l'avis de l'ABF. Et en fonction de l'avis de l'ABF, nous prendrons les décisions qui s'imposent. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas de nature à nous freiner. Voilà un petit peu ce que je souhaitais faire et le point que je souhaitais faire sur ces différents gros dossiers. Est-ce qu'il y a des remarques ou des précisions ou des observations? Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. Donc, concernant la destruction de la maison du Guet, est-ce qu'il y a eu également une décision prise? Oui, la maison du Guet donc s'est passée devant les PPA cette semaine, pas de remarques particulières. La MRAE ne fait pas non plus de remarques particulières. Donc la maison du Guet, pour l'instant, on est parti en effet pour la démolir. Donc il y aura une enquête publique qui va démarrer. Nous voyons l'enquêteur, on dit, l'inspecteur, je ne sais plus comment on dit, commissaire enquêteur, voilà, la semaine prochaine. Donc chacun pourra mettre son avis. Quoi qu'il arrive et quel que soit le destin du projet de la médiathèque, nous détruirons la maison du Guet, puisque les coûts de rénovation sont trop importants et la vétusté aujourd'hui de la maison du Guet et le côté dénaturé de la maison du Guet dans son projet initial, puisqu'on a une construction 20e qui a été faite sur les bases de l'ancienne maison, ne semble pas de nature à vouloir la réhabiliter, puisque maintenant qu'on est en secteur ABF, si on la réhabilitait, il faudrait la réhabiliter, je dirais, comme avant. Donc avec des coûts trop importants, sachant que ça ne peut pas être un ERP au vu de la difficulté d'accessibilité actuelle. Donc voilà, des coûts trop importants. Donc nous sommes partis pour la détruire quoi qu'il arrive, sauf si l'enquête publique ou si quelqu'un nous en empêche, ou si l'ABF refuse qu'elle soit détruite. D'autres observations, d'autres questions? Oui, monsieur Jean-Pierre Guéguin. Alors, au titre des questions diverses, mon intervention s'adresse à mesdames et messieurs les conseillers de la majorité, puisque vous avez conjointement rédigé une tribune politique et que vous êtes co-signataires. Par conséquent, vous êtes également solidaires de ce qui est écrit. Bien, moi je lis la phrase qui pour moi pose problème. Alors sur le fond de l'article, aucune observation bien entendu. Vous dites néanmoins, nous avons permis à l'ensemble des élus minoritaires de participer aux commissions et aux groupes de travail. Alors vous avez raison pour les groupes de travail. Quant aux commissions, je suis désolé, mais il y a un texte légal qui s'appelle le CGCT et qui stipule dans son article 121-122 que les commissions, lorsqu'elles existent, c'est le cas, leur composition est proportionnelle. Et par conséquent, ce n'est pas un cadeau que vous nous faites, c'est simplement l'application très stricte de la loi.
Alors j'aurais dû préciser sans doute un peu plus. C'est qu'en fait, on autorise l'ensemble des élus à participer à l'ensemble des commissions quand ils le veulent, et il n'y a pas de... voilà, on pourrait être plus strict sur la composition des commissions, et ce n'était pas notre volonté, mais le manque de place fait qu'on n'est pas allé plus loin dans cette précision. Ça part dans le public, vous comprenez. C'est, comme disait l'autre, calomnier, il en reste toujours quelque vos chose. écrits aussi, Monsieur Guéguin, partent dans le public. D'autres observations? Je pense, parce que c'est un des moments forts de l'année, n'oubliez pas la braderie qui a lieu dimanche, et on a une opération aussi avec l'artiste Jeff Lubrano à 15h dans le parc Arméline, puisqu'on va démonter l'œuvre en plastique, en balle plastique. Donc tous les bras qui veulent participer, on profite de la World Cup en Clean Day, voilà, Clean Day, pour essayer de faire un petit événement pour sensibiliser encore un peu plus les habitants à la problématique du plastique avec l'artiste, donc qui sera présent samedi pour ceux qui veulent le rencontrer et surtout nous donner un petit coup de main. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Est-ce que j'oublie des événements? Je ne sais pas, peut-être. Il y en a tellement que... si, le festival aussi, MGAV, le 22. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre aussi pour voir notre jeunesse s'amuser. Voilà, je sais que voilà, on anticipe un peu, nous, tout le nettoyage du lendemain, puisque c'est souvent problématique dans les parcs de la ville. Donc voilà, soyez un peu indulgents. On a du boulot et les services, et avec les festivaliers, enfin les bénévoles, il y a tout un gros travail qui se met. 3e édition, ce sera la dernière édition à la Clé des Champs. Voilà, on voit qu'on arrive à un problème de capacité, de nuisance sur ce site-là. Donc on est en réflexion pour aller un peu plus en campagne avec Chapiteau et compagnie pour les prochaines éditions. Pas d'observation, pas de questions. Voilà, et ben on va clôturer ce conseil municipal et je vous souhaite à tous et tous une bonne... Ah, monsieur dans le public, monsieur Daniel, vous voulez prendre la parole ?